Bonjour et bienvenue. On se penche aujourd'hui sur un document assez fascinant. Il décortique une rencontre au sommet entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Alors, à première vue, on pourrait penser à une simple table ronde diplomatique un peu classique. Mais le texte qu'on a sous les yeux, il présente ça comme bien plus. On parle carrément de la naissance d'un axe économique stratégique entre Kinshasa et Washington. Notre mission, ça va être de creuser un peu pour voir si cette ambition est réelle ou si c'est juste un effet d'annonce. Oui, et ce qui frappe vraiment d'emblée à la lecture, c'est le changement de ton. On ne parle plus du tout le langage de l'aide au développement classique, vous savez, où un pays riche aide un pays plus pauvre. Non, là le vocabulaire c'est celui du partenariat, de la co-entreprise. Le document articule tout autour de la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi, et il s'agit clairement d'une tentative de repositionner la RDC sur la scène mondiale, non plus comme un pays qui subit, mais comme un acteur qui choisit, qui négocie ses propres termes. C'est toute la différence en fait, entre être un simple réservoir de ressources qu'on vient piller Mhm. et devenir un véritable partenaire industriel. Si on devait mettre un titre à cette stratégie, ce serait un peu ça. La fin du Congo mine et le début du Congo usine. C'est exactement l'idée qui infuse tout le document, oui. Et cette ambition, elle repose sur deux piliers très concrets. Deux chantiers immenses qui sont vraiment pensés pour se soutenir l'un l'autre. Alors allons-y, décortiquons ça. Le premier pilier, sans grande surprise, ce sont les minéraux critiques. On en parle partout, le cobalt, le lithium. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que le texte n'insiste pas tant sur l'extraction. Le mot-clé, c'est chaîne de valeur sécurisée et pérenne. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On sort de la logique, on creuse, on vend, et puis c'est tout. Complètement. C'est même le cœur du changement. Créer une chaîne de valeur, c'est refuser de se contenter de vendre la matière première brute. C'est l'ambition de la transformer sur place, pour donner une image simple, au lieu d'exporter une tonne de minerai de cobalt brut pour, disons, 50 000 dollars, l'objectif c'est de le raffiner, de le traiter, et peut-être même de produire localement des précurseurs pour les cathodes de batteries. Et là, la même tonne de matière première de départ pourrait valoir 200 000, voire 300 000 dollars avant de quitter le pays. Ah oui, donc la plus-value reste en RDC. Voilà, c'est la différence fondamentale entre vendre du sable et vendre des microprocesseurs. L'un, c'est une ressource passive, l'autre est le produit fini d'un écosystème industriel complexe. Le document suggère que la RDC veut et peut construire cet écosystème. C'est une déclaration d'intention économique extrêmement forte. D'accord. L'ambition est colossale, c'est clair. Mais une telle vision industrielle, ça peut vite ressembler à un château en Espagne si on n'a pas les fondations pour le construire. J'imagine que c'est là qu'intervient le deuxième pilier. C'est le cœur du réacteur. Le deuxième pilier, c'est infrastructure et connectivité. Et les deux sont absolument indissociables. C'est même peut-être le point le plus important de la stratégie. Sans des infrastructures solides, cette fameuse chaîne de valeur, Ça reste une belle idée sur un PowerPoint. exactement. On ne peut pas construire d'usines de raffinage si elles ne sont pas alimentées en électricité de manière fiable 24 heures sur 24. C'est ça. Et on ne peut pas exporter des batteries ou des composants à haute valeur ajoutée si les routes sont impraticables, si les ports sont congestionnés, ou si la logistique ne peut pas être suivie en temps réel par manque de connectivité numérique, tout simplement. Le document présente donc une vision holistique, quoi. Pour valoriser les trésors du sous-sol, il faut d'abord tisser la toile qui connecte le pays. Des autoroutes, des chemins de fer, un réseau électrique stable et puissant et une colonne vertébrale numérique. Ce deuxième pilier, ce n'est pas un accessoire, c'est la condition sine qua non de la réussite du premier. Et c'est là que ça devient vraiment concret. Parce que des plans, des visions, on en a déjà vu. Mais ce qui est souvent le plus révélateur, c'est de regarder qui est invité à table pour construire tout ça. Et en parcourant la liste des partenaires mentionnés dans le document, il y a des noms attendus et quelques surprises. La liste des invités est toujours plus parlante que le discours d'accueil, c'est vrai. Elle révèle la véritable nature du projet. Alors, passons-les en revue. Côté énergie et mines, bon, pas de surprise, on a des poids lourds mondiaux comme Glencore et Mercuria. Pour les télécoms, on trouve Helios Towers, un géant des infrastructures de tours mobiles en Afrique, logique pour la connectivité. Mais là où je suis plus surprise, c'est de voir le nom de Pfizer, le géant pharmaceutique. Quel est le rapport entre les vaccins et les mines de cobalt?
Je ne vois pas le lien direct. C'est une excellente question et la réponse est très révélatrice de l'ambition du projet. La présence de Pfizer, c'est un signal extrêmement fort que la vision ne se limite pas à l'industrie lourde et à l'extraction. Intégrer un leader mondial de la santé, ça veut dire que le développement est aussi pensé en termes de capital humain. Ça suggère une volonté de construire des infrastructures de santé, de favoriser la recherche, l'innovation, peut-être même la bioproduction locale. En gros, un État moderne ne se contente pas d'exporter des minerais. Il prend soin de sa population et il investit dans des secteurs de pointe. Donc on ne construit pas que des routes pour les camions, on pense aussi aux hôpitaux, aux laboratoires. C'est une vision beaucoup plus large. Beaucoup plus large, oui. Et un autre nom qui sort du lot, Sébastien, un expert en cybersécurité. Ça aussi, ça peut paraître accessoire, mais c'est absolument central aujourd'hui. Ah oui, ça c'est fascinant. Ça veut dire qu'il pense à la sécurité numérique dès le premier jour. Ce n'est pas un problème qu'on se dit on réglera ça plus tard. C'est intégré à la base de la stratégie. Tout à fait. Ça montre une compréhension très fine des enjeux du XXIe siècle. La souveraineté aujourd'hui, elle n'est plus seulement territoriale. Elle est économique et elle est surtout numérique. Quand vous construisez une économie basée sur des chaînes logistiques complexes, des transactions financières, des infrastructures critiques connectées, tout ça, ça devient une cible potentielle. Sécuriser ses données, ses communications, son réseau électrique contre les cyberattaques, ce n'est pas un luxe, c'est une question de sécurité nationale. Le fait que Sébastien soit à la table, ça montre qu'ils veulent construire une forteresse numérique en même temps que les usines. Derrière. C'est tout sauf anodin. C'est un choix éminemment stratégique. S'appuyer sur des champions financiers du continent, ça envoie un message très clair. Ça veut dire, on veut financer le développement de l'Afrique avec des capitaux et une expertise qui sont déjà ancrés en Afrique. Bien sûr, en partenariat avec le reste du monde, mais le centre de gravité financier se veut plus local. Ça suggère une volonté de garder le contrôle, de créer des solutions adaptées au contexte africain, et peut-être aussi de s'assurer qu'une plus grande partie des profits financiers irrigue l'écosystème du continent. Faisons une pause et récapitulons. Si on regarde la photo de famille de cette table ronde, on a donc les géants des mines et de l'énergie, logique, un constructeur d'infrastructures télécom, indispensable, un leader mondial de la santé, pour le capital humain, un expert en cybersécurité pour la souveraineté numérique, et des banques panafricaines pour la souveraineté financière. L'image qui se dégage, c'est vraiment celle d'une stratégie à 360 degrés. C'est exactement ça. La vision présentée dans ce document n'est pas juste « comment mieux exploiter nos mines ?» Non, la vraie question posée, c'est « comment utiliser nos ressources minières comme un levier pour construire une économie moderne, diversifiée, résiliente et connectée dans toutes ses dimensions ?» Chaque partenaire apporte une brique qui n'est pas seulement complémentaire, mais qui est essentielle à l'édifice global. On parle de santé, de sécurité, de finances, de communication. Ce sont les piliers d'une économie de services et de connaissances. Ce qui nous remène à notre idée de départ. Le document conclut en disant que ce sommet illustre une volonté de positionner la RDC non plus comme un simple réservoir de ressources, mais comme un partenaire stratégique incontournable. Après avoir analysé les pièces du puzzle, cette phrase sonne moins comme un slogan politique. Il y a plus comme une description factuelle de la stratégie. Oui, le passage du mot réservoir au mot partenaire, c'est le résumé de toute la philosophie du projet. Un réservoir, c'est passif. On vient se servir. C'est une relation verticale. Un partenaire, c'est actif. Il a ses propres intérêts, sa propre vision. Il négocie d'égal à égal dans une relation horizontale. Toute la structure de cette rencontre vise à mettre en scène ce changement de posture. Il y a une citation du texte qui appuie ça. Je la lis. La présence de ces leaders d'industrie témoigne de la confiance renouvelée des investisseurs internationaux dans le climat des affaires en RDC et dans la vision de développement portée par le chef de l'État. Le mot-clé pour moi, c'est confiance renouvelée. Ça sous-entend qu'un travail a été fait en amont pour rendre ce partenariat crédible. Oui, et cette confiance, elle ne vient pas de nulle part. Quand on connecte tous les points, la vision d'une chaîne de valeur locale, l'investissement massif dans les infrastructures et cette alliance multisectorielle, le message envoyé est celui d'une affirmation de souveraineté économique. En diversifiant ses partenaires au-delà du seul secteur minier, la RDC, selon cette source, cherche à bâtir une économie plus autonome. Et le document ajoute un mot crucial, inclusive. C'est un mot qui sonne bien, mais qui est souvent difficile à concrétiser. L'histoire est pleine de grands projets de ressources qui ont enrichi une petite élite et laissé le reste de la population de côté. Le document donne-t-il des indices sur comment cette inclusion pourrait être assurée ou ça reste un vœu pieux ?
C'est le point de vigilance essentiel, et vous avez raison de le soulever. Le document, lui, n'entre pas dans le détail des mécanismes de redistribution. Son objectif est de présenter la stratégie globale. Cependant, l'idée même de construire une chaîne de valeur sur place est en soi une stratégie d'inclusion. Créer des usines, des centres de logistique, des services numériques, ça génère des emplois qualifiés, des compétences locales, bien au-delà du simple travail dans la mine. Ça crée un tissu économique. L'objectif, c'est de passer d'une relation de dépendance à une relation d'interdépendance stratégique. La RDC a besoin de la technologie de ses partenaires, mais ses partenaires ont absolument besoin de ses ressources. C'est cet équilibre qui peut créer une dynamique plus saine. Donc, pour résumer notre analyse, ce document dessine vraiment le plan d'une transformation économique profonde pour les RDC. Une stratégie articulée autour de deux moteurs. Premièrement, la maîtrise de ces minéraux critiques, non plus en les vendant bruts, mais en créant une industrie de transformation locale. Deuxièmement, la construction des infrastructures énergie, transport, numérique nécessaires pour que ce premier moteur puisse tourner à plein régime. Et le carburant de tout ça, c'est une coalition d'acteurs internationaux et africains de premier plan. C'est une excellente synthèse. Le plan est clair, la vision est définie, les partenaires sont identifiés. Le document nous laisse sur cette image d'un projet remarquablement structuré et d'une ambition assumée. Ce qui nous amène, naturellement, à la question qui dépasse le cadre de ce texte. Et maintenant? La question de l'exécution. Comment on passe de ce plan, qui sur le papier est très cohérent, à une réalité sur le terrain? Le mot inclusif a été prononcé. Le défi universel pour tous les projets de cette envergure partout dans le monde, c'est celui-là. Comment traduire ces accords de haut niveau, signés dans des salles de conférence, en développement concret et partagé? Comment s'assurer que les bénéfices de cette nouvelle chaîne de valeur, de cette connectivité, de ces nouvelles industries, ne restent pas captifs au sommet de la pyramide, mais qu'ils irriguent l'ensemble de la société congolaise? La véritable mesure du succès, ce ne sera pas la signature des contrats, ni même la croissance du PIB. Elle se lira dans l'amélioration réelle du quotidien, dans la création d'emplois durables, dans l'accès à une meilleure santé, à une meilleure éducation. Le texte nous a montré l'architecture du bâtiment. Tout le défi, maintenant, sera de le construire et de s'assurer que tout le monde puisse y habiter.